Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour la toute dernière émission de la saison en direct. Comment ça va l'ami Jean-Luc ? Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Voilà, je m'entends pas très bien. Voilà, ça y est, je m'entends bien. Ouais. Non, parce que je suis devenu un peu sourd peut-être. Je dois vous dire que depuis que nous sommes arrivés à la radio, moi je dis tout, je balance, c'est comme ça. Jean-Luc est dans une forme olympienne, on peut le dire, dans l'humour et la dérision. J'aime beaucoup. Ah bah écoutez, très bien. Aujourd'hui, c'est donc notre dernière. Sommaire. Non, alors, au sommet. Nous sommes au sommet de votre humour. On est au sommet. Au sommaire de notre émission. Ouais. Alors le Japon a bougé de 7 mètres. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Ben oui, en 2011, quand il y a eu le séisme de magnitude 9,1, le Japon a bougé de 7 mètres. Oui, donc tous les GPS étaient faux. Ah oui, de 7 mètres. Et de 7 mètres. Donc, c'est important. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à la fin de l'émission, on va parler d'un nouveau système qui permettra un positionnement, non plus au mètre près, mais un positionnement parfait au centimètre. Au centimètre, en tenant compte même des marées, parce que la Terre se déforme. Oui, bien sûr, il voilà. n'y a pas qu'elle. Hein. Ouais. Moi, j'ai perdu 6 kilos. Et on vous l'a dit, ça va être... On tiendra compte de ça, je pense. De mes 6 kilos ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Il y aura d'autres rendez-vous, et vous l'avez compris, notre émission va être de nouveau sur la bonne humeur. Tiens, comme c'est bizarre. Nous allons aussi parler des contrôles techniques, parce que attention. Oui, contrôle technique des véhicules classés catégoriels, c'est-à-dire les motos, les cyclomoteurs, les voiturettes. Vous allez finir en voiturette bientôt, donc c'est important d'en parler. Et puis les quads, voilà. On verra que le bilan, il est bon, mais il est contrasté. D'accord, mais ça tombe bien les quads là, parce que c'est l'été et tout ça. Ouais. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur les routes aujourd'hui. Vous savez que Bison Futé a classé rouge foncé le week-end, donc soyez prudents pour prendre la route des vacances. Nous allons aussi faire un essai d'une voiture. Là, on va monter dans le nord de l'Europe. Oui, on ira en Suède. Je vous expliquerai pourquoi je suis pas content d'être allé en Suède. On essaiera le Peugeot i5008. Très bien. Le grand frère du i3008. SUV, 7 places électriques. Et on parlera JO. Mais oui, évidemment. Oui, parce qu'il y a ce petit truc là dans 15 jours, dans 3 semaines. Dans 3 semaines qui démarrera. Et Toyota est un des partenaires des JO. Et Toyota met à la disposition du comité olympique 2650 véhicules. On n'aura pas moins que le président de Toyota France avec nous pour en parler. Ouais, monsieur Marotte. Exactement. On aime beaucoup. On parlera pneus et on va parler surtout de ce qu'il faut vérifier avant les vacances. Ouais, parce qu'on parle souvent des voitures. Mais est-ce que pour les motos, on vérifie la même chose ? Ouais. On en profitera pour rappeler les règles si vous devez aller au contrôle technique pour les pneus de moto. Et vous allez voir que même les gens de chez Michelin, et je leur ai posé des questions qu'ils ne connaissaient pas. Très bien. Et puis alors une voiture que tout le monde n'a peut-être pas toujours vue, même il y a des gens qui ne la connaissent pas. On va parler de la Facel Vega. On va parler des 70 ans de Facel Vega. Ouais. La dernière marque de prestige. On parle pas des baskets Vega. Hein. Ouais, la dernière marque de prestige française. D'Eure-et-Loire. Voilà. C'était dans l'Eure-et-Loire. Hein. Non, c'était à Colombes. Les 2 églises ? Non, Colombes, juste Colombes. D'ailleurs, puisqu'on est sur la route nord, je parlais de Colombes et des 2 églises. Ouais. Un coucou à tous les amoureux du Tour de France, puisque vous savez qu'ils quittent une très belle région qui est la Bourgogne, que je ne connais absolument pas du tout. Ils vont passer par Colombes, les 2 églises aujourd'hui, donc un petit clin d'œil à nos amis du Tour de France. C'est parti ? C'est parti. Alors j'ai une question à poser à notre ami Julien qui nous a demandé pour la dernière émission de la saison de faire court sur le sommaire. Est-ce qu'on a tenu à peu près ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, bon, tout va bien. On est ravis, évidemment. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Zach, qui nous rejoint au standard aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir. Julien, qui réalise cette émission. Et vous, comme c'est la dernière en direct, parce qu'il y aura des rediffusions cet été, nous, on va prendre un peu de vacances. On reviendra à la rentrée. C'est aussi la bonne nouvelle. Eh ben, vous nous appelez, vous partagez avec nous ce que vous avez envie. Il faut que ça roule. Voilà, tout simplement. Hein. On parle auto, donc c'est bien de parler auto avec vous. Et puis, sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes également déjà présent pour nous rejoindre. Allez, c'est parti. T'as vu, je t'ai mis une 30 de plus, là. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Non, mais j'ai juste décidé de taquiner un peu notre ami Julien. Allez, tout de suite, on va accueillir Geoffrey Michalak, qui est le directeur technique de SGS, c'est le réseau Sécurité Est Autosécurité. Bonjour Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon Geoffrey, vous avez publié les chiffres. On sait que le contrôle technique est effectif depuis le 15 avril pour les véhicules de catégorie L. J'ai rappelé ce que c'était, c'est les
les motos. Je fais simple, hein, c'est les motos, les scooters, les voiturettes sans permis et les quads, avec des résultats significatifs, hein, puisque vous restez le premier réseau français. Donc les chiffres que vous publiez, on peut considérer que grosso modo c'est plutôt juste, à peu près pareil pour tout le monde. Donc avec des taux de contre-visite, donc ceux qui sont recalés au contrôle technique, qui globalement sont pas mauvais. C'est quoi d'ailleurs le taux pour cette catégorie L au global de contre-visite? Alors, le taux pour la catégorie L, c'est aux alentours de 12% de taux de contre-visite, mais ce qui cache finalement des différences importantes suivant les catégories de véhicules. Ouais. Alors les motards sont plutôt des bons élèves, on est d'accord? Sont en tout cas alors on a un petit échantillon pour l'instant puisqu'on est au tout début de cette activité et que, je le rappelle, les premières vraies échéances c'est à partir du 15 août puisqu'il y avait une tolérance de 4 mois après la mise en place. Donc on a vu un échantillon du parc. Est-ce qu'il est représentatif ou non, ça reste à voir. Mais effectivement, aujourd'hui, on va dire on a 3 grands groupes. On a les motos qui sont aux alentours de 10% de contre-visite. Par rapport aux voitures, pour comparer par rapport aux voitures, 20%, donc 2 fois meilleur pour ce qui est passé pour le moment. Oui, pour le moment. On est d'accord c'est mon analyse, hein, Geoffrey, vous me dites si je me trompe, c'est que ceux qui avaient des motos en bon état, ils sont allés dès le début en disant je crains rien, puis ceux qui ont peut-être des motos un peu moins bien attendent la fin de l'échéance. Oui, on peut se dire que les gens qui viennent aujourd'hui sont des gens volontaires. Ils n'ont pas encore d'obligation de venir et donc on peut se douter que c'est plutôt les gens qui entretiennent très bien leur véhicule et qui voulaient juste être débarrassés de cette obligation du contrôle technique pour les 3 prochaines années. Et donc on pourrait imaginer que le taux de contre-visite monte un petit peu dans les temps à venir. D'accord, donc les motos bons élèves, 10%, nettement moins bien pour les scooters petites cylindrées. De toute façon, on le voit sur les routes, hein. On voit l'état des scooters sur les routes. Ou de manière générale, là, on vise les cyclos, donc les véhicules de moins de 50 cm3, donc scooters, mobylettes, qui eux sont à 20%, donc globalement, 2 fois plus, et comme les voitures habituelles, les véhicules légers. Et alors, il y a une catégorie que moi je vais dire scandaleuse, parce que déjà, je trouve ces engins scandaleux sur la route. On parle vrai sur Sud Radio. C'est les voiturettes sans permis. Là, c'est juste catastrophique. Oui, là on rajoute de nouveau un peu plus de 10% de taux de contre-visite, donc on dépasse 32%. Je peux vous poser une question, l'ami Jean-Luc, pourquoi vous trouvez ça scandaleux ? Parce que quand vous êtes au sommet d'une côte, ces engins-là, c'est à 40 km/h, vous arrivez derrière, la voiture est cachée par quelque chose, vous arrivez au cul de cette voiture-là, vous êtes à 80. C'est pas nouveau. Faut freiner fort, vous aimez pas? Non, j'aime pas. Puis pourquoi on autorise des gens qui n'ont pas de permis de conduire à prendre le volant? C'est complètement hallucinant. Alors après, pour les 14 ans, oui, c'est vrai. Non, mais pareil. Pareil, non. Bon, donc les voiturettes, mauvais élèves, mais ça tombe bien. Moi, je trouve que c'est les mauvais élèves toute l'année. Donc, alors, si on rentre dans le détail de ce qui ne permet pas à ces véhicules de catégorie L d'avoir le sésame, les défaillances, c'est quoi? Défaillances critiques, c'est quoi les principales? Les principales défaillances critiques, ça concerne, là, pour le coup, on est sur le même principe que les voitures, le freinage. C'est-à-dire qu'on a des véhicules qui ont des disques ou des plaquettes qui sont excessivement usés, qui ont des mètres cylindres qui fuient ou des éléments réellement en très mauvais état et qui nuisent bien évidemment à la sécurité du véhicule. Ensuite, on a les liaisons au sol, donc tout ce qui concerne les pneus, les fourches qui fuient, comme en VL, exactement. Alors les fourches qui fuient, tiens, j'en profite. Vous avez vu une fourche moto, comment c'est foutu? Ça fait amortisseur en même temps, et il y a ce qu'on appelle des joints spi, et la plupart des joints spi sur les motos qui roulent aujourd'hui fuient. Et pourquoi est-ce qu'ils fuient? Parce qu'à force de se cogner des ralentisseurs, ça met des chocs dans la fourche, et puis ça endommage les joints spi. Voilà. Donc les ralentisseurs, première source sans doute, et mauvais état des routes, première source sans doute de ces fuites de suspension. Je vous l'avais dit que l'ami Jean-Luc était en forme ce matin. À l'avant sur les motos. Ensuite, après, on a en 3 châssis accessoires. Alors châssis, qu'est-ce qu'il y a comme défaut de châssis sur les motos? En fait, aujourd'hui, en défaillance critique, il n'y a pas grand-chose. En général, c'est quand on a des problèmes au niveau du réservoir.
Très clairement, ça fait partie des défaillances critiques avec des fuites de carburant. Donc c'est pas réellement le châssis qui est endommagé. C'est ce point-là qui pose problème. Alors Geoffrey, il y a un point très important. On va passer sur les défaillances majeures. Critique, vous n'avez plus le droit de rouler à la fin de la journée du contrôle technique. Donc soit vous faites réparer là tout de suite, soit vous n'avez plus le droit de rouler avec l'engin. Les défaillances majeures, c'est vous avez 2 mois pour corriger les défaillances. C'est les liaisons au sol qu'on vient d'évoquer, donc les pneumatiques machin en premier. Et en deuxième, alors c'est ça qui est important, nuisance. Alors nuisance, c'est à la fois le bruit excessif, mais sans mesure. On est d'accord que c'est l'opérateur qui décidera si oui ou non ça fait trop de bruit. Et puis quelque chose de très important, on l'a évoqué Geoffrey, c'est que les motos passent un contrôle pollution et les motos anciennes n'avaient pas de normes à respecter, et donc il y a une valeur qui a été prise arbitrairement, et il semblerait que cette valeur, elle soit un peu basse par rapport à ce qu'émettent vraiment les motos. Exactement. En fait, la difficulté, c'est que les normes pour les motos sont un peu moins bien appliquées et moins normées, j'ai envie de dire, que pour les voitures. Donc on a beaucoup plus d'exceptions. Donc jusqu'à présent, en fait, on était parti sur des seuils qui, pour certaines motos, étaient impossibles à atteindre. Et depuis lundi, on a une modification de la réglementation qui est entrée en application, qui va permettre d'assouplir un petit peu ces règles, en particulier pour les véhicules Euro 3, donc des véhicules à peu près entre 2005 et 2015, à qui on demandait vraiment d'avoir des seuils de type dépollué, alors qu'on va pouvoir les passer, s'ils sont munis d'un carburateur par exemple et pas d'une injection, on va pouvoir les passer en mode classique avec des seuils bien plus élevés. Et on aura également la possibilité de prendre en compte des attestations du constructeur lorsque on sait qu'un véhicule a été homologué avec des seuils plus hauts que la norme applicable à ce moment-là. Donc ça va permettre de faire rentrer les choses un petit peu dans l'ordre et de baisser un petit peu ces taux de contre-visite sur ces points. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que maintenant on peut y aller et que ceux qui sont allés avant, c'était peut-être un peu prématuré. Exactement. Okay. Depuis lundi, c'est applicable. On a quelques réactions. Olivier qui dit au début contre le contrôle pour les motos. J'ai passé le contrôle et je suis très content. Joint spi changé parce que il vous parle exactement. Ça m'a peut-être sauvé la vie parce que je l'avais pas vu. Dit Olivier qui s'appelle Olivier Love. J'adore. Alors parce que le point le plus gênant sur un joint spi qui fuit, c'est que vous avez l'huile qui coule sur la fourche. Si ça arrive sur le frein avant, vous n'avez plus de frein. Voilà. Voilà. Olivier est vraiment pour le coup un témoin sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes beaucoup à réagir. Il y a Stéphane qui dit pourquoi les pots non légaux sont encore vendus en France s'il n'y a pas de contrôle de douane. Normalement, vous n'avez pas le droit de les monter. C'est exclusivement usage sur piste. Donc, c'est celui qui vous le monte qui est responsable de ça. Voilà, il faudra peut-être à un moment impliquer la responsabilité de ceux qui montent des accessoires non homologués. Alors ils vous disent c'est pas pour la route, mais ils vous les montrent quand même, sachant très bien que vous allez faire que de la route avec. Et ben voilà, on a fait le tour de ce sujet. Merci beaucoup Geoffrey Michalak. Donc à bientôt Geoffrey alors. On se retrouve. Merci à vous. Excellent week-end. Merci à vous aussi. Puis on se retrouve aussi la saison prochaine. Directeur technique Geoffrey Michalak de SGS, Réseau Sécurité Est Auto Sécurité. Allez à suivre vous au 0826 300 300. Vous avez la parole. Et je crois qu'on a une jolie histoire. Le garçon s'appelle Valérian. Il va nous parler de la voiture de son grand-père. Mais je n'en dis pas plus maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec la grande bonne nouvelle que nous sommes de nouveau présents à partir du mois de septembre pour une 4e saison, ça on aime beaucoup. Ça reprend le 6 le 6 septembre pour le direct, et puis que vous pouvez tout l'été nous écrire je participe @sudradio.fr, vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, mais également vous mettez vos coordonnées complètes, même si vous vous inscrivez à travers le site internet de Sud Radio. L'histoire qui va suivre est une très belle histoire, on va laisser les protagonistes nous en parler parce que
On a vraiment vécu quelque chose de chouette. Ouais. Et c'est grâce aussi à l'ami Jean-Luc que le miracle a pu avoir lieu. Grâce à Roule. Oui, à Roule. Oui, on va remettre Alors tout ça. Valérian n'est pas au courant qu'on lui a trouvé une solution. Non, il ne sait pas. Donc c'est la découverte totale. Bonjour Valérian. Bonjour j'ai rien Valérian. dit. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Bon, Valérian, Racontez-nous votre alors. histoire. Alors, feu mon grand-père m'a légué son auto, donc une Peugeot 406 de 2000. D'accord. Ça s'est avéré bien pratique pour mes études puisque je suis allé loin de mes parents en région plutôt rurale. Donc la voiture m'a servi déjà pour un stage et va me resservir pour mon prochain stage. Le Stage de quoi, Valérian? Valérian, stage de quoi vous avez fait? Ingénierie mécanique. D'accord. Très bien. Bon. Et donc la voiture, comme elle a été immobilisée pendant longtemps, c'est une voiture de grand-père, hein, donc ça, elle a pas beaucoup roulé. Il y a plein de petites pièces qui commencent avec la vieillerie à lâcher par-ci par-là, voilà, des rotules, des caoutchoucs, des petites choses qui sont très chères. C'est le vieillissement classique, pas très cher à l'achat, mais par contre cher à faire changer dans un garage classique. C'est ça. Voilà. Vous avez quel âge, vous, Valérian? C'est ça. J'ai 21 ans. Ah voilà. Et donc vous nous avez envoyé un message en disant voilà, j'aimerais pouvoir faire l'entretien moi-même, mais en ayant le soutien de quelqu'un qui sait, qui puisse m'aider ou qui puisse me prêter le matériel pour le faire. Je me suis dit tiens, je vais appeler Roule parce que je sais qu'ils ont tout un tas de garages solidaires qui travaillent avec eux partout en France. Roule, c'est R-O-O-L-E. Ouais, c'est pour ça que je vous ai demandé dans quelle région vous étiez. Dites-le nous. Donc Belfort. Vous êtes à Belfort. Et ils m'ont envoyé les coordonnées de Hugues, qui est avec nous, Hugues Menant, qui est directeur du garage solidaire La Roue de Secours. Bonjour Hugues. Bonjour. C'est quoi un garage solidaire, Hugues? Bonjour. Bonjour. Un garage solidaire, on s'adresse aux personnes qui ont peu de budget. En fait, on a les mêmes droits et devoirs qu'un garage classique, si ce n'est qu'on diffère dans nos interventions et dans les tarifs qu'on pratique. D'accord. Donc, typiquement pour le cas qui nous intéresse, pour Valérian, vous pourriez l'accueillir pour qu'il fasse l'entretien de la voiture de son pépé. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas excusez-moi, on va l'accueillir bien évidemment. D'ailleurs, hors antenne, je lui donnerai nos coordonnées. On va mais c'est pas lui qui fera l'entretien, c'est son garagiste. D'accord. Mais il pourra être là s'il a besoin d'apprendre, voir comment vous faites. Là, vous acceptez que les gens soient avec vous ou pas? Oui, alors sous certaines conditions, effectivement, notamment les conditions de sécurité et d'assurance, mais bien évidemment, pour l'aider à refaire potentiellement ses plaquettes de frein ou une vidange, on peut effectivement lui montrer comment faire pour la prochaine fois. Oui, parce que Valérian, ce qui vous intéressait aussi, c'était d'apprendre ce que vous disiez en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc plaquettes de frein, tout ça c'est fait. Ça y est, vidange aussi. Donc jusqu'à présent, moi j'essaie de me documenter un peu sur Internet par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des informations techniques de confiance sur Internet. Bon, alors là, le garage solidaire dont on parle, La Roue de Secours, est à Montbéliard. J'adore le nom de ce garage, La Roue de Secours. Montbéliard, et vous avez une Peugeot 406. Donc Montbéliard, Peugeot 406. On est bien là, on va dire que dans le coin, normalement, ils savent traiter votre problème, entre guillemets. Voilà. Donc vous allez... Hugues, vous nous disiez tout à l'heure, pour les gens qui ont assez peu de moyens, les tarifs par rapport à un garage classique. On est à 40, le taux horaire est de 40 €. Et on fait une marge très faible sur les pièces, et notamment les pièces de réutilisation. On travaille beaucoup avec les cases où, justement, on a beaucoup de voitures Peugeot, effectivement. C'est quoi d'habitude? C'est 80-90 € l'heure, non? C'est ça? C'est à moitié moins, là, en gros, c'est ça? Ça dépend, si vous allez chez certaines marques que je ne citerai pas avec un petit cheval sur le capot, vous êtes à 150 € de l'heure. Mais typiquement, on est, tout dépend de l'intervention mécanique, mais on est entre 70 et 100 € dans un garage classique. Et avec des pièces réchappées ou des pièces Alors ça, les garages classiques ont l'obligation légalement aujourd'hui de vous proposer 2 devis, un avec des pièces neuves et l'autre avec des pièces de réemploi. Ils se font un peu tirer l'oreille pour les pièces de réemploi. Alors ils vous disent oui, mais on n'est pas sûr de les avoir, machin, c'est plus compliqué. Bon. Là, Valérian, vous auriez quoi à faire prochainement sur la 406 de Papy? Sur la 406, tout ce qui est train avant, donc ça va être des rotules, j'ai changé les billets de bar stable déjà, ces choses-là. Parce que ça commence un peu à bouger là-dessous.
Donc les chauds sont usés. Oui, puis là, vous allez vous faire recaler au contrôle technique si vous allez avec un train à vent qui gigote dans tous les sens. Non, elle est passée au contrôle technique et pourtant j'ai sur autoroute par exemple, j'ai le volant qui tremble. Ça c'est peut-être un problème d'équilibrage des pneus, donc vous verrez. J'ai vérifié l'équilibrage aussi déjà, c'est bon. Ah bon, d'accord. Du coup je sèche un peu. D'accord, bon ils vont vous aider. Hugues, on peut donner vos coordonnées à Valérian. Ah bien évidemment. Et puis il peut surtout dire que pour nous, pour aider Valérian pour trouver des pièces ou même potentiellement pendant la réparation, si elle est un peu plus longue que prévu du fait de trouver des pièces idoines, on peut tout à fait lui louer un véhicule. Oh bon, écoutez, très bien. Formidable, une belle histoire. Valérian, vous nous tiendrez au courant plus tard. Valérian, il a encore une question. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Au niveau des pièces, c'est vous qui les commandez ou je les choisis et je les commande et je les amène? Comment ça marche? Non, c'est nous qui les commandons pour diverses raisons. La principale, c'est qu'on est par exemple nous à 300 mètres d'une des plus grosses cases de la région. Donc ce qui facilite. On a déjà nous des prix qui par ces cases ou par les autres garages ou autres fournisseurs de pièces. Et puis à partir du moment où ce sont les mécaniciens qui font les réparations, c'est eux qui choisissent les pièces parce que, comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de références pour une seule pièce et le but c'est d'avoir vraiment la pièce qui correspond. D'accord. Bon, écoutez, Valérian, jolie histoire. Voilà, on espère, Valérian, vous nous tiendrez au courant. Et puis vous nous envoyez la photo d'Ak106 qui a 24 ans, qui est plus, la voiture est plus âgée que vous, c'est donc. Bon, merci beaucoup. Merci Hugues, en tout cas. Et puis, coup de chapeau au garage solidaire. On fera un sujet à la rentrée pour. Avec plaisir. Pour parler de tous ces garages. Il y en a un peu partout en France. J'aime beaucoup. Au revoir Hugues. Au revoir, bonnes vacances à vous. Merci, vous aussi. Salut Valérian. Au revoir Valérian. Directeur du garage solidaire La Route Secours à Montbéliard. Voyez, on fait pas que dans la saucisse, on fait dans la solidarité. C'est bien, la saucisse de Montbéliard. Allez, à suivre. C'est pas une saucisse que vous avez essayé, l'ami Jean-Luc. Alors restez bien à l'écoute. Restez bien à l'écoute parce que je peux vous dire que quand on vous dit qu'on parle vrai et Jean-Luc Moreau fait partie des journalistes qui parlent vrai, ça va risquer de tacler un peu. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on va évidemment prendre maintenant le volant dans quelques instants. Un volant, je vous le rappelle, que vous retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio avec l'essai en complet annoncé. Ah oui, puis celui-là, il est long. Oui, il fait combien? 18 minutes. 18 minutes. Bon, il pleut sur la partie nord de la France, vous savez quoi faire juste à la fin de l'émission de 13h. Oui, puis là, il faisait beau en plus, pendant l'essai. Attends, on va voir ça dans quelques instants. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et une vidéo que vous retrouvez en partie résumée sur la page Facebook de Sud Radio si vous nous suivez actuellement. Alors on part en Suède. Oui, on part en Suède. C'est un beau pays, mais alors pas du tout adapté à l'essai d'un véhicule. Surtout quand c'est un SUV un peu lourd, parce que les routes, sont plates. Dans la partie de la Suède où on était, elles sont plates. Elles sont toutes droites, voilà. Et surtout, c'est limité à 70 sur route et à 110 sur autoroute. Or, vous savez que quand on roule plus vite un véhicule électrique, la consommation s'envole. Donc on se demande si Peugeot n'aurait pas fait exprès de nous emmener en Suède pour tester ce i5008. Le i5008, c'est quoi? C'est le grand frère du Peugeot i3008, un gros SUV électrique. Alors quand je dis gros, c'est vraiment qu'il est gros parce qu'il fait 4,79 m de long avec un empattement qui est grand aussi de 2,90 m. On avait une finition GT pour notre essai, vous allez voir que ça compte, avec des grandes roues de 20 pouces, ce qui lui donne un air un peu moins en vidéo. Quand vous le regardez, c'est assez équilibré le fait d'avoir des grandes roues, donc il paraît plus petit que ce qu'il est, mais c'est vraiment un véhicule imposant. Bon, premier avantage de cette taille respectable, c'est le volume du coffre qui est conséquent parce que il fait 748 litres en configuration 5 places, car le i5008 est le premier véhicule de son segment à proposer
7 places. Ceux du 3e rang s'escamotent très facilement dans le coffre, ils se déplient en un tournement. On accède aussi assez facilement aux places arrière, on le verra en vidéo juste après. Ah oui, il y a des petits trucs malins, tiens, regardez. Regardez, bon, si vous avez la radio, vous allez avoir du mal, mais on peut ranger par exemple les câbles de charge sous les sièges, sous la 3e rangée de sièges arrière, donc ça n'empiète pas sur le volume du coffre, c'est pas mal pensé. Donc ces sièges, ils se déplient assez facilement. On accède aussi pas trop, sans trop de difficulté à la 3e rangée de sièges arrière parce que les sièges basculent vers l'avant, mais pas seulement, ils basculent et ils coulissent. Alors mamie aura quand même du mal à monter derrière, mais si vous avez des enfants, ils accéderont sans trop de mal. On est bien plus à l'aise d'ailleurs sur la 2e rangée de sièges que sur la 3e. Ouais. La 3e, c'est à réserver aux petits. Pour des petits trajets. Vous avez réussi à vous y couler quand même. Oui, mais moi je suis pas grand. Vous voyez, on n'est pas trop mal installé, mais quand on rabat le siège. Alors Peugeot nous dit oui, on a fait une cave à pied. Pour mettre les pieds sous les sièges arrière. Okay. Voilà, une cave à pied. Oui, donc vous n'êtes pas obligé d'être cul-de-jatte pour monter dans la 3e rangée. Bon, on est quand même mieux installé donc à la 2e rangée, d'autant que les sièges coulissent. On peut libérer beaucoup d'espace comme dans une limousine, avec les mêmes avantages qu'une limousine, puisque, par exemple, on a des petits rideaux à l'arrière. Voilà. Vous pouvez tirer le petit rideau, puis vous pouvez faire une sieste. Et puis, last but not least, on a un toit panoramique vitré qui baigne l'habitacle de lumière. Bon, c'est encore plus cosy à l'avant, avec un tableau de bord qui est réellement un modèle du genre en matière de design et de finition. On a un grand écran de 21 pouces qui regroupe l'affichage des compteurs sur la partie gauche et puis l'infodivertissement sur la partie droite. Ça fait résolument high-tech, d'autant que on a l'impression que cette bande lévite au-dessus du tableau de bord parce qu'il y a un petit éclairage en dessous, c'est vraiment pas mal foutu. Un joli petit volant presque carré, et là s'il masque toujours une partie des compteurs en fonction du réglage qu'on a. Bien vu cette fois, en revanche, on a des touches programmables qui offrent des raccourcis vers certaines fonctions, mais on aurait aimé que Peugeot aille aussi loin que Renault en proposant une unique touche qui permette d'une simple pression de désactiver les horripilantes aides à la conduite qui n'en sont pas. Voilà. Dans un premier temps, Peugeot propose uniquement la version de base équipée d'un unique moteur synchrone aimant permanent qui délivre 210 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion NMC de 73 kWh utile. Ça autorise, selon Peugeot, 500 km d'autonomie. Bon, à 70 km/h sur les routes toutes droites de Suède, évidemment, ce 5008, il est bien. Alors, il est bien tout le temps au niveau du confort. C'est une référence en matière de confort. Les trous, les bosses, même les ralentisseurs. Il y a quelques ralentisseurs en Suède, Thierry Modolo, mais ils sont beaucoup moins raides que chez nous. Voilà, donc on casse pas les voitures. On peut aussi diminuer ou augmenter la régénération au lever de pied. Vous savez, donc, le frein moteur avec des petites palettes situées de part et d'autre du volant, c'est bien. Et puis, ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on a quand même déjà le 3008 était lourd. Alors celui-là est plus gros, donc il est plus lourd. On est à 2 tonnes 3 quand même. Et 2 tonnes 3 avec, entre guillemets, seulement 210 chevaux. On n'a pas un boulet de canon, ça passe de 0 à 100. Un boulet tout court, quoi. Non, quand même pas. Ça passe de 0 à 100 en 9 secondes 7, c'est bien. Ça, c'est grâce aux 345 Nm de couple, donc c'est un couple important. Mais les reprises n'ont rien de phénoménal. C'est pas un Tesla Y, par exemple. On n'a pas les mêmes sensations qu'on a habituellement les véhicules électriques. Même chose dans les virages. C'est plutôt rare sur notre parcours d'essai. Donc, quand on est à un rythme de sénateur, le 5008, il offre un comportement impérial. C'est les mêmes réglages que le 3008, mais il est plus lourd, comme je vous l'ai dit. En revanche, dès qu'on va un peu plus vite et qu'on trouve un vrai virage serré, j'en ai trouvé un ou deux, et là, ça a tendance à tirer tout droit quand on va trop vite. Donc, oubliez la conduite dynamique avec ce véhicule. Alors que l'ancien 5008, lui, adorait la conduite dynamique. Bon, difficile de parler d'autonomie avec le parcours qu'on a fait. Moi, j'ai consommé sur ce parcours très light 16,1 kWh au 100 km de moyenne. C'est bon, mais en jouant les délinquants de la route à 130 km/h sur l'autoroute, je suis monté à 26 kWh au 100. Là, c'est beaucoup moins bien. Ça trahit une aérodynamique qui n'est pas aussi bonne que ce que prétend Peugeot. Enfin,
qui est pas trop mauvaise, mais qui est moins bonne, par exemple, qu'un Tesla. On va encore comparer. Je vous la fais courte. Ça consomme à 110 que consomme un Tesla Y à 130. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça peut-être qu'on est allé en Suède pour l'essayer. Bon, ce qui est moins bon également, c'est la vitesse de charge en courant continu. On a un pic à 160 kW qui est bien inférieur à ce que font les concurrents. Peugeot est toutefois conscient de ce handicap et puis proposera bientôt un préconditionnement de la batterie ainsi qu'une courbe de charge plus plate entre 50 et 80%. Enfin, on va parler tarifs. La finition allure vaut 46 990 €. Ça veut dire qu'on peut bénéficier du bonus écologique. Mais le modèle qu'on a essayé, GT, comme je vous l'ai dit, est à 51 400 €. Donc là, pas de bonus écologique. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que alors on va encore parler de Tesla puisque c'est eux qui ont levé, c'est pas un lézard puisqu'on en profite, c'est de pas avoir mis le véhicule à un tarif unique, 46 990 € et proposer des packs d'options qui ne sont pas comptabilisés pour le bonus. Donc ça veut dire que vous bénéficiez quand même du bonus, même si la voiture vaut 56 000 ou 60 000 €. Et de proposer des packs d'options, ce qui aurait permis de diminuer un peu le prix. Parce que très honnêtement, le principal défaut de l'auto, bon, elle est très confortable, machin, c'est que je trouve ça un peu cher par rapport à certains concurrents. Et puis l'autonomie, en fait, sur les routes de Suède, ça marche. Je peux pas vous dire. À 70 km/h, ça marche, mais en vrai, en vrai, sur nos routes à nous, ça serait peut-être un peu... À 130, 26 kWh au 100, on n'est pas avec une batterie de 73 kWh, je vous laisse faire le calcul. Quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, c'était un plaisir. Mais tout partagé. Voilà. L'ami Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, on vous retrouve et merci, vous retrouvez l'intégralité de cet essai sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et vous restez en notre compagnie, évidemment, puisque vous pouvez, même si vous avez le temps, même si vous avez le temps de nous envoyer un petit message sur la page Sud Radio Facebook. Il y a par exemple Stéphane qui dit « Ah ouais, la céleri est belle, mais c'est un peu pachydermique. Le prix aussi est obèse », nous dit Stéphane pour parler de l'essai de la semaine. Allez, à venir, on va parler des JO à travers Toyota. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et tout de suite, on retrouve Franck Marotte, qui est le président de Toyota France. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Bon, alors, petit événement qui commence, ça commence le combien d'ailleurs ? Le 26 juillet. Le 26 juillet, petit événement à Paris. Ça s'appelle les JO. Paris et pas que, Tahiti aussi. Paris et pas que. Mais Toyota, historiquement, Franck, Toyota est partenaire du comité olympique. Alors, je ne sais pas si on peut dire historiquement, mais ça sera la 4e Olympiade. Ah bah quand même. Historiquement, 4e, ça le fait quoi. C'est presque un début d'histoire. Donc 2 Olympiades d'hiver, 2 Olympiades d'été. Les 3 premières ont été pas mal perturbées parce que on a eu la pandémie qui est passée par là. Donc Paris 2024 représente pour nous un événement particulièrement important. Il aurait dû l'être naturellement, mais il l'est encore plus du fait que les précédentes étapes ont été un peu manquées. Voilà, donc un événement considérable et on est ravis d'avoir ce partenariat dans notre magnifique pays. Bon, vous allez mettre 2650 véhicules électrifiés du groupe Toyota à disposition des organisateurs des JO. J'ai vu cette semaine d'ailleurs un Porte 8 qui était sur l'autoroute du Nord, qui devait arriver de l'usine que vous avez dans le nord de la France avec des voitures dessus. Alors c'est voitures hybrides, voitures purement électriques, voitures à hydrogène. Le détail des modèles que vous mettez à disposition du comité olympique, c'est quoi ? Je crois qu'on a une vidéo, non ? Oui, on a une petite vidéo. On va se mettre une petite vidéo pour les amis qui sont sur Facebook. À vous, Franck. Alors écoutez, l'ambition que l'on avait largement partagée avec Paris 2024, qui a l'ambition de faire de Paris 24 les jeux les plus décarbonés de l'histoire de l'olympisme, c'était d'accompagner ce mouvement. Donc on va réduire notre empreinte CO2 de 50% par rapport à Tokyo 2021. Ça passe par 500 Mirailles. La Miraille, c'est un véhicule avec une pile à combustible à hydrogène. Vous arrivez, alors excusez-moi, je vous coupe, mais vous arrivez à les ravitailler parce qu'en France, il y a très peu de pompes. Non, mais il y en a 2 à Paris, trouver je crois. De l'hydrogène, mais oui, mais bon, s'il y a 500 voitures. Oui, alors c'est une préparation très en amont parce qu'on a investi dans une société en commun avec Air Liquide en particulier qui fournit de la molécule d'hydrogène. D'accord. Et donc on a investi dans toutes les infrastructures d'Île-de-France
qui appartiennent donc à une société qui s'appelle I7Co et dont nous sommes actionnaires. D'accord. Et c'est ce qui nous a permis, au cours des 5 dernières années, de construire un réseau qui sera plus que suffisant. On sera à 7 stations opérationnelles à partir du 26 juillet en région parisienne. Donc on pourra avitailler sans problème nos 500 Mirail et démontrer par là même que l'hydrogène dans des véhicules, ça fonctionne déjà. C'est parfaitement fiable, c'est parfaitement opérant. Et c'est une des technologies d'avenir pour décarboner la mobilité. Donc, on aura aussi 350 BZ4X qui sont des véhicules électriques à batterie, qui est le modèle Toyota phare avec cette technologie. Et on aura par ailleurs des véhicules hybrides auto-rechargeables, hybrides rechargeables, de toute la gamme de Toyota. On a déjà commencé à les voir puisqu'ils ont escorté, si je peux m'exprimer ainsi, le parcours de la flamme olympique. Et on aura bien sûr une démonstration, j'espère, la plus magistrale possible pendant les Jeux. Et surtout aussi, parce que notre partenariat, il avait vocation avant tout à accompagner les Jeux paralympiques, qui doivent être aussi un succès remarquable. Et au-delà des 2650 véhicules, j'allais dire traditionnels, même si la techno l'est moins, que vous avez cités, on aura 700 véhicules qui ne sont pas des voitures traditionnelles et qui vont accompagner toutes les personnes à mobilité réduite pendant les Jeux paralympiques, bien sûr, mais aussi pendant les Jeux olympiques, puisque, par exemple, on facilitera l'accès à la cérémonie d'ouverture à des personnes à mobilité réduite. Voilà, donc on a aussi un plan très ambitieux de ce point de vue. Ouais, c'est des petits transporteurs, en fait, c'est engins de transport individuels à 3 roues, c'est ça, électriques. Voilà, des engins de transport individuels à 3 roues, des roues électriques qui s'adaptent pour les fauteuils. D'accord. Également des tout petits bus qui permettent de monter en fauteuil dedans et de circuler dans l'espace olympique. Tout ça étant bien sûr zéro émission, électrifié complètement. On va rendre à César ses lauriers, quand même. Toyota, depuis des années, je croie 97, la Prius, vous avez toujours été à la pointe de l'innovation et des nouvelles motorisations, donc bravo. Écoutez, on essaye surtout d'avoir des vocations et des ambitions. La réglementation parfois nous contraint à certaines choses, mais on essaie de travailler bien au-delà de cela. Et effectivement, avant que toute réglementation se mette en place, on avait, il y a 25 ans, imaginé ce que devait être une mobilité du futur bien plus décarbonée que celle qu'on avait à l'époque. Et c'est ce qu'on a petit à petit réussi à faire. On vend aujourd'hui plus de 80% de nos véhicules en France qui sont des hybrides auto-rechargeables ou rechargeables. Donc ça nous permet d'avoir le CO2 en France, mais aussi en Europe, le plus faible de tous les constructeurs. Je mets à part, bien sûr, les constructeurs qui sont exclusivement... que de voitures électriques. Oui, bien sûr. Voilà. Mais pour les constructeurs à fort volume et traditionnels, si on peut le dire comme ça, c'est nous qui avons le CO2 le plus faible. Donc on a vraiment une ambition sociétale de décarboner notre mobilité et on sera à zéro émission complet en Europe pour Toyota à partir de 2035 et pour Lexus à partir de 2030. On vise la neutralité carbone dans toutes nos activités en 2050. Et ça, quand on a une activité industrielle, c'est extrêmement ambitieux. Voilà, donc de la mobilité décarbonée et de la mobilité pour tous, avec un accompagnement, quelle que soit sa condition, son âge, son lieu de mobilité. Franck Marotte, j'ai une question à vous poser, moi, commerciale. Vous attendez quoi au-delà de tout ce que vous venez de nous dire? Quel retour attendez-vous en tant que Toyota de votre présence sur les JO, de vos partenariats et de ces nouveautés que vous proposez? Quel retour, quel objectif, quelle ambition? Alors, l'ambition, elle n'est pas directement commerciale. L'ambition, elle est bien sûr de faire savoir quelles sont les ambitions de Toyota pour le futur, de démontrer aussi, d'évangéliser sur un certain nombre de technologies nouvelles qui vont participer à cette aventure de la décarbonation. Je parlais de l'hydrogène tout à l'heure en particulier, qui est peut-être un peu moins connu que l'électrique à batterie encore aujourd'hui. Donc ce ne seront pas des ventes supplémentaires dans les mois qui viennent, même si on aura une présence publicitaire, évidemment, en tant que partenaire international du CIO. Mais c'est vraiment l'ambition c'est de positionner notre marque dans l'esprit des consommateurs, de nous différencier éventuellement des autres dans la stratégie multi-technologie que l'on souhaite mettre en place pour décarboner. Certains partent uniquement sur l'électrique à batterie, ce n'est pas notre cas. Et donc les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques doivent nous permettre de le faire. Et puis aussi de montrer à tout le monde, et ça,
ça pourra éventuellement bénéficier à l'ensemble de l'industrie, que la mobilité, ça progresse, et ça progresse dans le bon sens. Franck, puis qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. On fait une pause tout de suite, parce que sinon on va être embêté. On garde Franck quelques instants. Restez avec nous, Franck, on fait une pause et puis on vous retrouve tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on retrouve pour conclure notre première heure Franck Marotte, qui est le président de Toyota France, avec les véhicules des JO. Oui, alors Franck, qui va pouvoir utiliser ces véhicules? Moi, je peux pas, par exemple. Pourquoi? Vous n'avez pas le permis? Alors, je ne sais pas desquels vous parlez, si ce sont les véhicules traditionnels ou les véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Mais les deux, alors... Alors, les deux, non. Vous ne pourrez pas, en tout cas, pas ceux-là, pas dans l'espace olympique, parce qu'on a des bénévoles qui ont gentiment accepté de participer à l'aventure et de conduire nos véhicules. On les a formés depuis plusieurs mois, de manière à ce que tout ça se fasse dans une absolue sécurité. Mais bien entendu, l'objectif, comme je le disais juste avant, que l'on a, c'est de démontrer que tout ça fonctionne, que tout ça sont des solutions de mobilité décarbonée dans le futur. Et donc, je vous encourage, dès le lendemain des Jeux Olympiques, certains seront même revendus après les Jeux Olympiques. Donc, vous pourrez tout à fait acquérir et conduire avec délectation un véhicule dans lequel ce sera assis. Vous êtes un très bon commerçant, Franck, on adore. En plus, alors pour ceux qui les verront passer, les voitures sont siglées JO 2024, mais il y a différents codes couleurs. Absolument. Pourquoi? On a bien sûr fait travailler nos designers pour accompagner chaque technologie d'un code couleur. Donc le vert pour l'électrique, le mauve pour l'hydrogène, le bleu pour l'hydrogène, le mauve pour l'hybride auto-rechargeable ou rechargeable. Bon, donc ça participe évidemment du plan de communication que l'on a et on sera amené à en parler, vous verrez, dans nos publicités et dans nos messages. Bon, parfait. On va. Jeudi, moi j'en ai déjà vu un plein camion. Mais là elles vont arriver, elles vont être sur les routes de Donin, sans doute. Donin. Alors elles ont toutes été livrées. En l'occurrence, on a terminé les dernières livraisons pas plus tard qu'hier. Donc elles sont toutes dans les mains de Paris 2024 maintenant, qui peut les utiliser. Donc ils ont commencé à le faire. Certaines sont visibles un petit peu en région parisienne en particulier, mais ça va monter en puissance. Et donc tout le dispositif est désormais, comme d'ailleurs tout le dispositif des jeux globalement, on participe à cette aventure et tout est prêt. Franck, alors évidemment, si en plus de ça, vous avez 2 places pour 2 super journalistes qui parlent auto toute l'année, qui mettent tous les métiers de l'univers de l'automobile en valeur sur Sud Radio, pour l'inauguration, nous sommes là. Alors ça, c'est de la bulle bien sociale. C'est de la proposition. Mais par pure amitié, c'est quelque chose qu'on va considérer, bien sûr. Non, mais c'est... en tout cas, merci beaucoup et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous deux, et franchement, j'espère que Toyota aura la médaille d'or de la mobilité pendant les Jeux. En tout cas, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, et Toyota, c'est quand même une marque dont on parle beaucoup. Et puis moi, je pourrais rajouter quelque chose. Il y a au moins la sécurité de ne pas avoir des véhicules qui tombent en panne avec des Toyota, mais ça c'est moi qui le dis, on peut pas le demander à Franck, on peut pas demander à Franck de dire ça. Mais je les déguste. On vous embrasse, on vous souhaite un bel été, et surtout vous et toutes vos équipes, qu'elles soient à Paris, à Valenciennes ou ailleurs, un très très bel événement que sont les JO. On vous embrasse. Salut Franck Marotte. Merci, au revoir. Président de Toyota France. Alors une question qui est arrivée par mail. Oui. Si tu le veux bien, Jean-Luc, c'est Jean-Luc aussi qui nous pose cette question. Donc il est sympa déjà. Vous envoyez votre mail à jeparticipe@sudradio.fr. Jean-Luc nous demande la chose suivante. J'ai acquis un Toyota RAV4, tiens, ça tombe bien, d'occasion de 2019 de 222 chevaux. Il est actuellement garanti encore 3 ans et je réfléchis à le passer à l'éthanol. Je fais entre 10 000 et 15 000 km par an. Est-ce une bonne idée? Est-ce que je vais rentabiliser l'investissement, sachant que je garde mes véhicules en moyenne 10 ans? Est-ce que c'est un problème pour la garantie? Alors, c'est un problème pour la garantie, puisque Toyota, à partir du moment où il y a un boîtier, ne voudra pas entendre parler. S'il installe un boîtier homologué sur le véhicule, c'est pendant 2 ans la garantie du fabricant du boîtier qui s'applique, mais même ce Toyota, il a une particularité, c'est qu'il a un double système d'injection, injection directe et indirecte. Donc le boîtier, il va coûter cher. Voilà. Est-ce que ça fonctionnera correctement?
je peux pas lui garantir. Et par contre, ce que je peux lui dire, c'est qu'en fonctionnant moitié-moitié éthanol essence, ça marchera très bien, même sans boîtier. Donc moi, je serais lui, je prendrais pas le risque d'installer un boîtier. Ouais, je ferais moite-moite. Je ferais moite-moite. Et de temps en temps, un plein complet d'essence normale. Exactement. Je suis à bonne école. Ouais. Il faut dire que j'ai un professeur émérite. Et ça marche très bien. C'est docteur Jean-Luc. Et moi, perso, ça fait 10 ans que je le fais sur mon Lexus. J'ai eu 0 panne. Hein. Ouais. Et puis là, puis de toute façon, vous êtes, ça marcherait très bien. Bon, super. Allez, Jean-Luc, vous avez eu votre réponse. Monsieur Jean-Luc a donné une réponse à Jean-Luc. À suivre le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis, on va parler des pneus moto. Que faut-il vérifier avant les vacances? Ce sera donc juste après le retour, après l'info. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ravi de vous retrouver également pour ceux qui nous rejoignaient à l'instant. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec l'ami Jean-Luc. On continue à parler d'automobile avec un joli programme pour cette dernière heure, dont d'ailleurs l'anniversaire d'une voiture qui est peut-être pas connue. D'une marque, exactement. Facel Vega. Ouais, qu'on connaît Vega. Comme ça. Mais qu'on n'a peut-être pas vu. Oui, Facel qui veut dire, c'est l'acronyme des forges et ateliers de construction d'Eure-et-Loire. Alors vous allez me dire, mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'était à Colombes. Oui, c'est Colombes en Eure-et-Loire. Voilà, non, ça a commencé en Eure-et-Loire. Ils ne fabriquaient pas des voitures là-bas, et ensuite ils ont lancé une voiture qui a été présentée au gouvernement, puisqu'à l'époque on présentait au gouvernement français les nouveaux modèles avant même de les dévoiler à la presse ou même au grand public. Et donc elle avait été présentée, cette première. Elle s'appelait Vega, c'est Facel qui la construisait. Elle a été présentée le 22 juillet 1954. Ah, on n'était pas nés. Donc on a un tout petit peu en avance par rapport à la date de présentation, mais on va quand même fêter cet anniversaire. Et ensuite, la marque est devenue Facel Vega, marque d'automobile avec des véhicules. Certains étaient vraiment exceptionnels. Sans doute les plus belles voitures françaises d'après-guerre. Ouais. Bon, on verra ça. Vous savez qu'on va vous parler aussi d'un GPS, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur la route des vacances et qui nous écoutent. Alors, on va pas dire GPS, Laurence. Alors, attends, laisse-moi finir. On vous dira comme on veut. Non. Et vous qui êtes en train de vous faire guider par Waze ou votre GPS actuel dans votre voiture, etc., restez à l'écoute parce que donc, comme l'a dit l'ami Jean-Luc, à la fin de l'émission, on ne parlera pas de GPS. Non, on parlera de GNSS. Parce que GPS, c'est le système américain. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas que le système américain. Non. Il y a un système européen qui s'appelle Galileo, il y a un système chinois qui est même plus performant que tous les autres, il y a un système russe. Bon, bref, il y a plein de systèmes de géolocalisation par satellite et vous allez voir qu'il y a des progrès considérables qui vont arriver dans la localisation, qui permettront par exemple aux journalistes d'arrêter de râler quand ils ont une voiture qui leur dit il faut rouler à 80 alors que c'est 130 ou faut rouler à 50 alors que c'est 30. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on découvre les nouveautés à la fin de l'émission. Exactement. Voilà, très bien. Et puis, nous allons maintenant commencer tout de suite avec une histoire de pneus. Et puis, bien sûr, vous avez encore une heure pour nous appeler au 0826 300 300. On a eu un appel, on va essayer peut-être de répondre à sa question du jeune homme qui nous a appelé tout à l'heure. Voilà, vous continuez, vous êtes ensemble aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, on va rejoindre Michelin. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Cyril Roger, qui est notre expert innovation chez Michelin. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon Cyril, on a parlé tout à l'heure du contrôle technique des motos et bon, il y a pas mal de motos qui, comme les voitures, un peu moins quand même, sont recalées pour les pneumatiques. Déjà tiens, il y a des différences fondamentales entre les pneus voitures et les pneus motos ? Oui, il y a des grosses différences parce qu'en fait, les pneus de voiture sont depuis très longtemps passés au radial, depuis l'invention du radial par Michelin dans les années 40, alors qu'en moto, il reste encore ce qu'on appelle beaucoup de structures diagonales, ce sont des nappes croisées en fait, et donc ce sont des pneus qui n'ont pas du tout les mêmes comportements, les mêmes caractéristiques. Donc là où on n'en a plus du tout pratiquement en auto, il en reste encore beaucoup en moto. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors simplement parce qu'en fait le pneu moto il a un fonctionnement un petit peu différent du pneu de voiture, puisque le pneu de voiture fonctionne à plat.
pour générer des efforts, alors que le pneu de moto, tous les gens qui font de la moto le savent. On se penche pour tourner, oui. Et voilà, exactement. On se penche pour tourner et effectivement, pour pouvoir générer ces efforts, la structure bias est encore assez appropriée. Donc, ce qu'on appelle le croisé est pas mal pour générer ces efforts quand on penche le pneu. Mais le radial commence à prendre, en particulier avec les motos plus puissantes, plus grosses, et on a de plus en plus de structures radiales qui arrivent sur le marché moto. D'accord. D'habitude, quand c'est les départs en vacances, et là en l'occurrence c'est les départs en vacances, et qu'on parle de pneumatique aux automobilistes, on leur dit, premier truc, vous vérifiez la pression des pneus avant de partir. C'est aussi indispensable sur une moto ? Aussi indispensable qu'en voiture, puisque la surface de contact d'une moto, vous imaginez bien, elle est encore plus petite que dans une voiture, puisqu'on a 4 pneus dans une voiture et là on en a que 2, et que les surfaces de contact entre la moto et la route sont extrêmement faibles, et que de maintenir ces pressions, c'est extrêmement important, parce que ça évite que le pneu surchauffe. En particulier, si on va faire un grand trajet avec de l'autoroute, qu'on est chargé, par exemple si on est à 2 sur la moto, si les pressions sont pas les bonnes, le pneu va s'échauffer. On risque de fatiguer la structure du pneu et puis éventuellement l'éclatement. On peut éclater avec une moto, ça, je pensais pas. En fait, avec les structures de pneus croisées, on a des nappes qui s'échauffent beaucoup plus vite qu'avec un pneu radial. Et donc, on peut avoir un pneu qui, ou alors va ce qu'on appelle détalonner, c'est-à-dire sortir de sa jante si on génère des efforts un peu importants. Donc, maintenir ces pressions, c'est extrêmement important sur une moto, bien sûr, pour avoir les bonnes adhérences, consommer moins aussi avec les bonnes pressions, et puis user le pneu de façon uniforme aussi, c'est important. Cyril Roger, expert innovation chez Michelin. On a Sullivan sur la page Facebook de Sud Radio qui dit « Quel poids sur la moto chargée est supporté par les pneus ?» En fait, ça dépend de la moto. Aujourd'hui, on a des très très grosses motos très confortables avec tout un tas d'équipements qui sont extrêmement lourdes. Alors, pour revenir aux pressions, je pense que d'abord, il est important de rappeler que sur la plupart des motos modernes, on va trouver en fait sur le bras de suspension, on va trouver les pressions recommandées par le constructeur, parce que en fait, justement, comme il existe encore des pneus à structure diagonale et des pneus à structure radiale, on peut pas forcément indiquer pour tous les pneus, nous, sur le site internet Michelin, on peut pas indiquer toutes les pressions de tous les pneus pour toutes les motos. Donc c'est important de se référer à ce que le constructeur de la moto préconise comme pression, justement pour trouver les bonnes pressions, et éventuellement adapter aussi la pression au poids de la moto. C'est-à-dire que généralement le constructeur va vous indiquer, si vous voyagez à 2 avec des sacoches, etc., de combien surgonfler votre pneu pour pouvoir porter la charge de ces grosses motos. Ouais. Comment on fait le différentiel pour savoir si moi sur ma moto j'ai des pneus radiaux ou des pneus diagonaux? Comment je peux voir ça? Alors en général, c'est indiqué sur la dénomination du pneu. Oui. Avec le R qui indique que le pneu est radial. S'il y a R, c'est qu'il est radial. S'il n'y a pas R, c'est qu'il est diagonal. Voilà, exactement. Donc en général, vous avez un tiret, par exemple, sur les dénominations qui indiquent que le pneu est plutôt à structure diagonale et un R quand le pneu est à structure radiale. Bon, j'ai une question à... J'en ai une autre après. À 2000 €. Ah bon. Non. Si, j'ai une question à 2000 €. Là, beaucoup de motards vont aller au contrôle technique, même si certains y vont un peu à reculons. En marche arrière. Moi, je vois des motos qui ont des pneumatiques. En particulier, c'est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, une marque française qui est... c'est un petit bonhomme un peu rondouillard qui est l'emblème de la marque. Et ces pneus, ils ont une bande au milieu qui est lisse. C'est-à-dire que la surface du pneu avec le sol, quand la moto roule droite, elle est lisse. Comment, au contrôle technique, un pneu comme ça peut passer? Puisqu'on mesure les profondeurs des sculptures. Et d'ailleurs, tiens, la profondeur légale pour une moto, est-ce que c'est la même que pour une voiture? 1,6 mm pour une voiture, et c'est quoi pour une moto? Alors non, pour une moto, c'est inférieur, c'est 1 mm. Ah, 1 mm. Ah tiens, voilà, ça c'est un truc, truc que j'apprends. Ah, c'est cool. Voilà. Oh, vous avez appris quelque chose à l'ami Jean-Luc. Et puis à moi aussi. Hein. Et pourquoi il y a ces bandes au milieu là où il n'y a pas de sculpture? Alors tout dépend de l'application en fait. Si vous avez, c'est pour ça que c'est important de choisir le bon pneu en fonction de son usage. Si par exemple vous prenez le dernier Michelin Road 6, qui était vraiment un pneu pour les gros cruisers et les motos qui vont faire essentiellement de la route, vous verrez que vous avez aussi des sillons sur la partie centrale, parce que ça permet d'évacuer l'eau, et donc vous pouvez vous référer sur le côté du pneu avec justement le petit bibendum pour voir où sont l'emplacement des sillons. Avec le petit témoin d'usure pour vérifier si votre pneu est toujours au-dessus des témoins d'usure. Et puis si par contre vous faites un peu de route mais aussi un peu de off-road,
vous avez par exemple le Anaki, donc c'est le tout nouveau Anaki Road qui permet de faire un peu les deux. Donc c'est important de choisir en fait en fonction de son usage le bon pneu. Effectivement, certains se retrouvent dans une situation où en fait ils ont pris un pneu qui est prévu pour faire plutôt du circuit par exemple ou du ultra sportif, et ces gens-là vont faire plutôt de l'autoroute. Et ils vont se retrouver avec une usure centrale. Pneu carré, quoi. Voilà, c'est ça, avec une usure centrale, vrai, hein. Alors que le pneu, il a été prévu plutôt pour générer beaucoup d'appui en se penchant. Donc c'est pour ça que choisir le bon pneu en fonction du bon usage, c'est très important. C'est très important, oui. Voilà. Bon, après, c'est vrai que la définition du contrôle technique aujourd'hui, elle parle surtout de la circonférence du pneu. Donc ça laisse encore un peu de marge d'interprétation sur comment savoir si le pneu est usé en fait. Cyril Roger, expert innovation de Michelin. Une salve de questions sur la page Facebook de Sud Radio, comme quoi le pneu ça intéresse et on est la seule émission à proposer une chronique sur le pneu et on en est ravis. Stéphane qui dit un pneu de moto refroidit-il plus vite que celui d'une voiture ? Alors oui, parce qu'il y a un peu moins de volume d'air. En fait, ce qui est dur à refroidir en fait dans le pneu, c'est l'air interne et la structure du pneu, bien sûr. Donc les structures sont plus fines que dans un pneu de voiture. Donc le pneu va refroidir plus vite effectivement qu'un pneu de voiture. Donc ça, on a moins de volume d'air. On a plus de possibilités d'échange avec l'extérieur et des structures plus fines. Donc oui, le pneu refroidit plus vite qu'un pneu de voiture. Bruno Portelli qui dit, pardon, Bruno, je n'ai pas le droit de dire les noms de famille. Oh là là, j'étais trop vite, pardon Bruno. Peut-on ajouter de l'air sur un pneu gonflé à l'azote ? Oui, bien sûr, oui. C'est l'azote, faut se rappeler que dans l'air, plus de 80% de l'air, si mes souvenirs sont bons. 78%, je crois, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on peut tout à fait rajouter de l'air dans le pneu, gonflé à l'azote. Simplement, on va perdre effectivement une des caractéristiques qui était, de pas avoir d'oxygène à l'intérieur. J'ai une question de Jean-Luc Moreau de Paris. Oui. Ah non, on avait dit qu'on ne disait pas les noms de famille. Ah, pardon. Oh là là. Une question de Jean-Luc de Paris. Si je crève avec un pneu moto, je peux utiliser une mèche pour réparer vite fait ou c'est totalement déconseillé comme pour les voitures ? Ouais, c'est plutôt déconseillé parce qu'en fait, on va être dans des zones d'appui qui sont forts, en particulier en moto, et donc on déconseille plutôt ce type de réparation. Plutôt aller voir un réparateur agréé qui va pouvoir vous réparer le pneu par l'intérieur plutôt que par l'extérieur, parce que souvent le problème c'est que quand on répare avec une mèche, on voit pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur du pneu. Donc faites réparer par un réparateur agréé qui pourra examiner l'intérieur du pneu pour voir si rien n'a été endommagé. Bon bah super Cyril. Est-ce que vous signez l'année prochaine vous aussi ? Ah, moi je re-signe l'année prochaine, donc quand vous voulez. Ah bah super, merci beaucoup. Avec plaisir. Expert innovation chez Michelin. On vous souhaite un très bel été et soyez prudents sur les routes, vous aussi. Bonnes vacances Cyril. Il est parti. Dans quelques instants, on va vous donner la parole au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas de nous appeler si vous avez une question à poser. Profitez-en jusqu'à 13h. Et puis sinon, vous nous écrivez. On prendra vos mails tout l'été au jeparticipe@sudradio.fr par mail. Vous mettez bien On parle auto sur l'objet du mail et toutes vos coordonnées, s'il vous plaît. Et on vous retrouvera en direct dès la rentrée de septembre. Allez, pause. Et normalement, c'est Gwendal qui nous rejoint sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant de fêter l'anniversaire de Facel Vega pour ses 70 ans, on va tout de suite retrouver Gwendal au 0826 300 300. Bonjour Gwendal. Bonjour Gwendal. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. Alors, je crois qu'on a quelqu'un d'autre à accueillir. Oui, mais on va d'abord écouter la question de Gwendal. Voilà. Ouais, moi je sais pas, je trouvais que c'était bien. Mais est-ce que notre invité surprise va l'entendre aussi ? Oui, il va entendre la question. Alors on y va. Alors allez-y Gwendal. Oui, du coup, j'ai une Citroën, c'est une Citroën Picasso, 115 chevaux en diesel. Donc j'ai fait de quel siècle ? De 2013. Ah d'accord. Ça va, il y a 11 ans. Ça va. Et du coup, elle était un peu ancienne. Et ma femme fait pas mal de guides, donc j'ai fait le petit nettoyage avec le bidon de Fertec, donc nettoyage du turbo et du filtre à particules. D'accord.
Donc j'ai fait le nettoyage, j'ai vraiment respecté tout ce qu'il y avait à faire. Et en fait, je me suis posé la question quand je faisais parce qu'il fallait monter à la 3500 tours minute pour tout cramer, pour tout nettoyer. Et je me suis posé la question dans la voiture, je me dis, mais en fait, tous ces résidus qu'on est en train de nettoyer dans le moteur, ça va où? Ah, c'est une bonne question. Super question. Le filtre à particules, il se régénère, donc bon, c'est brûlé, mais bon, le turbo qui est nettoyé, alors ça doit nettoyer aussi l'intérieur du moteur, je sais pas. Et ça va où tout ça? Est-ce que je dois faire après une c'est une bonne question. Hein. Eh bien, on va la poser directement à notre, comment on pourrait l'appeler? Il a pris sa carte de fidélité. Voilà. David de Regnecourt. Le directeur général de Sfertech. Bonjour monsieur David. Bonjour Jean-Luc. Voilà. Comment ça va? Vous nous avez manqué, hein, on vous a pas eu nous. Ouais, ça fait au moins 3 semaines qu'on vous a pas eu. Tellement longtemps. Bon alors, et la crasse sale, elle devient quoi alors? Ça puire. La crasse sale devient toute blanche, comme des Coluche. Hein. Mais d'abord, pour commencer, le produit FAP, Turbo FAP, qu'a utilisé Gwendal. Comment ça fonctionne et ça fait quoi? Comment ça marche? Comment ça marche? C'est ça, voilà, Janie. En fait, c'est un changement d'état. C'est-à-dire que c'est comme comme demain alors. On n'a plus le droit de parler là. Non mais j'ai rien dit, j'ai dit comme demain. On n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. En fait, c'est un changement d'état. Donc, ce qui fait que, en fait, les particules qui s'amalgament dans un filtre à particules ou qui s'amalgament dans les ailettes du turbo, parce que les turbos sont des ailettes à géométrie variable. Et en fait, les turbos se bloquent et les FAP s'encrassent. C'est un peu comme je le dis toujours, des cendriers qui se remplissent. Donc, ça se remplit avec quoi? Avec des particules. Et les particules, c'est quoi? C'est du carbone. C'est comme de l'essence qui s'est cristallisée. C'est des cristaux de gasoil, pardon, j'ai l'essence, de carburant. Et des cristaux de gasoil. Donc, le produit, comment il va agir? En fait, ce qui se passe, c'est que la folie un peu du diesel, c'est qu'il faudrait 600 degrés à l'échappement pour que ça s'oxyde et que ça brûle. Ah ouais. Et le problème des moteurs diesel, là, quelque part, c'est que pour les usagers, en ville, on est à 180 degrés, donc on n'a pas assez de température, et sur autoroute, on est à 400 degrés. Donc on n'en a pas assez, on n'a jamais assez de température, en fait. Alors. Donc le produit, il va agir avec des catalyseurs liquides et il va faire en sorte d'abaisser la température où la particule va se transformer en un gaz neutre, en CO2. C'est-à-dire que, ça c'est pour la réponse à Gwendal, en fait, avec de la chaleur, de l'oxygène et des petits morceaux de carbone, on fait du CO2. Donc, il peut avoir bonne conscience, le remède n'est pas pire que le mal. C'est-à-dire que il n'y a pas une grosse fumée à l'échappement quand on décrasse le turbo et le filtre à particules. Moi j'ai vérifié, il n'y a pas, non. Ça devient du CO2, c'est-à-dire que ça devient du CO2, ça devient un gaz inerte. Donc c'est comme une mini combustion qui aurait lieu dans le filtre à particules. On va éliminer ces cristaux. D'accord. Voilà. Alors moi j'ai une question pour Gwendal. Ça a fonctionné le traitement ou pas? Ça a fonctionné, je sais pas. Moi, j'ai respecté, j'ai fait le plein, j'ai cramé, je suis monté à 3500 tours minute, comme indiqué sur le truc. Après, c'est vrai que ça n'a pas fumé derrière. Mon moteur, j'ai pas eu l'impression que ça. C'est vrai que c'est comme on change des fois une courroie de distribution, on voit pas la différence. Ah bah oui. C'est normal. Sauf au moment où on tombe en panne. La consommation. Je vais poser une question à Gwendal, parce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est là, je vais être Laurence, faut qu'elle bouge ses oreilles parce que je vais être très vulgaire. Dans le temps, il y avait le produit un peu le dragé Fuca. Alors, si c'est ça que vous appelez très vulgaire, je peux vous en présenter quelques amis. Vous êtes quand même un enfant de cœur. Et là, j'avoue que je casse un peu mon image dans le romantisme. Non, ça va. Vous n'êtes qu'un homme. Vous savez, nous les femmes, on vous aime bien naturel aussi. Hein. C'est ça. Vous savez, on est un peu les hommes, on est un peu des labradors, nous. On est bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le produit, vous avez vidé le cendrier, mais si vous voulez vraiment sortir quelque chose, il faut arrêter de fumer. Et pour arrêter de fumer, je vous conseille, si c'est pas fait, de nettoyer vos injecteurs. Ouais, décidément, vous faites dans les odeurs, vous. Hein. Et voilà. Il faut que je reprenne le produit pour nettoyer les injecteurs. Oui, parce que si vous voulez, quand le gasoil est parfaitement pulvérisé, c'est déjà là où on fabrique les particules en excès si jamais ça pulvérise mal. Et surtout, quand vous nettoyez vos injecteurs, vous avez des pulvérisations parfaites. Et du coup, vous récupérez ce qu'on appelle la pression de détente, c'est-à-dire c'est la pression qui chasse le piston vers le bas, donc la puissance. Et à vitesse égale, vous allez même moins consommer. Donc si vous voulez ressentir des choses,
il faut traiter les injecteurs. Oui. Et par contre, vous avez bien fait de vider le cendrier. Oui. Donc là, vous avez. Alors, je vais reprendre. Là, vous avez mis un suppositoire parce que vous étiez constipé. Mais le mieux, c'est de manger des légumes pour éviter, voilà. Ou des pruneaux. Ou des pruneaux. On comprend bien. Donc, cure de pruneaux pour la suite. C'est la classe, hein. C'est la radio, on parle vrai. Alors, je ne sais pas si nos amis ont bien compris toute l'émission. Nous sommes bien sur On parle auto et non pas avec un ami Ferniaud le dimanche midi. Ou une émission médicale. Non, mais avec les trucs pipi caca, on comprend tout de suite. Ok, voilà. Vous êtes toujours sur Sud Radio. Bon, alors on est désolé de vous annoncer qu'on vient d'avoir Patrick Roger au téléphone, donc ça ne reprendra pas le 6 septembre. Non, bon, je pense que... Non, merci en tout cas, parce qu'on a bien compris, David, que le principe de fonctionnement. Donc, Gwendal, vous avez compris que si vous voulez ressentir une vraie différence, maintenant que vous avez débouché l'échappement et vous sentir plus léger, eh bien, vous devez nettoyer les injecteurs. Voilà. Moi, en tout cas, la métaphore est claire. Oui, non, mais tout le monde comprend. Et puis, Laurence, l'humour, c'est la décontraction de l'intelligence. Oui, et non pas des sphincters. Hein, parce que là, on a aussi décontracté les sphincters. non, mais je suis Moi, vous savez, j'adore. Moi, j'adore ce genre d'humour. Demandez à Jean-Luc, ça fait 4 ans qu'on se côtoie. On n'a pas du tout envie de se quitter parce que vous savez pas tout ce qui se passe hors antenne. Bon, mais en tout cas... Eh ben, merci à tous les deux, parce qu'en fait, ça concernait Gwendal, mais ça concerne tous ceux qui roulent en diesel. Et je peux vous dire que notre humour est apprécié, puisque même sur la page Facebook, tout le monde réagit. Tout va bien. Merci David de Régnicourt, directeur général de Sfertech, et merci Gwendal pour la question pas si bête. Merci à vous. Bonnes vacances. Et vous aussi, Gwendal. Et puis, David, on va peut-être vous donner rendez-vous l'année prochaine. La rentrée. Avec plaisir. Bonnes vacances à vous. On vous embrasse. Allez, à suivre, nous allons parler des 70 ans de Facel Vega. Et puis, on aura évidemment d'autres sujets aussi avant de vous quitter à 13h pour vous souhaiter un bon week-end. On parlera entre autres de navigation embarquée avec un système de positionnement de très haute précision. En gros, on n'appelle pas ça GPS, sinon je vais encore me faire gronder, mais c'est à peu près de ça dont on va parler. Du GNSS. Du gaz naturel. Super sport. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Évidemment, on voulait vous remercier tous d'être aussi nombreux sur la page Facebook de Sud Radio et de réagir comme ça, de vous amuser avec nous. Ça fait toujours plaisir. Bon, dites, on va parler d'un anniversaire particulier. Oui, Facel Vega, une marque. Alors, tout le monde ne connaît pas Facel Vega, mais ça reste une des marques françaises les plus prestigieuses. On a avec nous pour en parler Gérard Dufour, qui est président de l'amicale Facel Vega. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour à tous, fort bien, je vous remercie. Oui, l'amicale Facel Vega, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, l'amicale Facel Vega est une association qui a été créée en 1975 et qui a essentiellement 2 particularités. C'est-à-dire une présence internationale, bien que ce soit une société française, et puis qui est propriétaire aussi titulaire des marques. Ah oui, donc Facel Vega appartient à l'amicale, donc c'est pas simplement un club d'amateurs, c'est quelque chose au-dessus de ça. Oui, enfin c'est surtout et principalement un club d'amateurs, et effectivement, comme la marque appartient à l'amicale, nous défendons la marque au quotidien. D'accord. Bon, alors maintenant, la marque, là on fête 70 ans. Je disais tout à l'heure dans la présentation de l'émission que le gouvernement français avait découvert le 22 juillet 1954 une voiture qui s'appelait la Vega. Alors comment on en est arrivé ? Comment Facel, vous allez nous expliquer ce que c'était que Facel, comment Facel en est arrivé à fabriquer une voiture ? Puis on parlera de l'historique des autres véhicules. Bon, alors sur la fabrication et l'origine de Facel et Sœurs, elle a été créée, cette société, en 1939. Elle était une filiale de la société Bonzavia, dans laquelle monsieur Jean-Clément Daninos avait une activité technique. Donc pendant la guerre, l'usine a été fatalement mise aux mains de l'occupant. Et donc le futur monsieur Facel Vega, Jean-Clément Daninos, prend les commandes de l'entreprise en 1945 et commence par la sous-traitance de Dina Porar, Simca Sport,
Donc il fabrique des voitures pour d'autres constructeurs. Pour d'autres, voilà. Ford Comet et Bentley Chrysler. D'accord. Voilà. Et puis à un moment, il dit puisque je fabrique pour les autres, pourquoi je fabriquerais pas ma propre voiture? Absolument. Et il a commenté. Jean-Clément Daninos, c'était un merveilleux designer automobile, et puis un technicien hors pair de système de soudure des différentes parties des voitures. Et puis il avait vécu aux États-Unis pendant un moment. Il avait travaillé avec Chrysler en particulier. Et il s'est dit tiens, on va faire des voitures françaises de luxe avec des gros V8 américains qui marchent bien, et c'est ce qui donnait la Vega. Pourquoi elle s'appelait Vega? Alors on a pour ceux qui nous suivent en vidéo, on a les images, on voit le dessin original et on voit la première Vega. Alors il y a eu un petit bug sur Facebook, donc il y a une nouvelle fenêtre qui est lancée. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, allez remonter un petit peu le fil de la page Sud Radio et vous allez nous trouver. Alors la Vega. Ah ouais, elle est belle. Alors la Vega, pourquoi Vega? Vega, le frère de M. Daninos, était un écrivain qui avait écrit les Agent Thompson. Et donc, Clément a fait appel à son frère pour essayer de donner un peu une appellation particulière sur Facel. Et donc, Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Donc, il pensait que l'étoile brillante et la plus brillante allait bien sur Facel Vega. D'accord. Donc, sont sortis, il y a eu pas mal de modèles qui étaient dérivés de cette première. Alors, c'est devenu Facel Vega à quel moment? C'est devenu Facel Vega après 1955, fin 1955. En fait, la présentation de la première Vega en 54 au Salon de l'Auto de Paris a été suivi de différentes options complémentaires. Donc il y a eu les FV1, FV2, FV2B, FV3, FV3B et la fameuse HK500 qui à l'époque était la berline la plus rapide du monde. Ouais, 240 km/h. Ouais. Voilà. Ouais. Et ensuite est même apparue une limousine. Oui, l'Excellence. L'Excellence qui était une berline 4 portes sans montant central. Donc les portes s'ouvraient en antagonistes. Il y a même un Beatles dans une photo. Ouais, alors après c'est la Facel 2. Ouais. Et ça alors moi je rêve d'une Facel 2. Bon, c'est pas du tout dans mes moyens. Donc c'est combien à peu près? 350 000 euros. Je me trompe quand je dis ça à peu près, Gérard? Un petit peu moins. Vers 300 000 euros. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé les premières qu'on a vues. Je lance une souscription. Permettez à Jean-Luc Moreau nécessiteux de rouler en Facel 2. Voilà. D'accord. Alors attendez, avant la HK2, il y a eu la Facelia. D'accord. Alors la Facelia, là, c'était... Il n'était pas un moteur V8. Ouais, qui était de la démocratisation de la marque Facel Vega. Alors un petit coupé, un petit cabriolet avec un moteur 4 cylindres français à l'origine, qui causera malheureusement en partie la perte de la marque. Absolument, vous avez fort raison. Pourquoi? Donc, Jean-Clément Daninos voulait assurer la réalisation d'une automobile de catégorie un peu plus petite. Il a obtenu un financement de l'État français pour le projet de Facelia. La commercialisation a eu lieu en 59, donc le moteur dont vous parliez, donc 4 cylindres, 115 chevaux, qui était fabriqué par Pont-à-Mousson. Malheureusement, les premières voitures qui ont été livrées ont accusé une grande fragilité et un manque de puissance. Faute d'essai qui avait été un petit peu court par Pont-à-Mousson. Donc Facel a procédé à l'échange standard de tous les moteurs. Oh là! Vous imaginez le coût. Vous imaginez... Alors, on est dans de la science-fiction, mais si aujourd'hui une marque, par exemple, je dis au hasard Stellantis, devait reprendre tous les moteurs en litre 2 PureTech, vous voyez, on est un peu là. Les quantités étaient un petit peu plus limitées oui. aujourd'hui. Nous sommes dans des quantités d'à peu près 1000 exemplaires, donc, dont 620 cabriolets, mais qui ont été produits après. Donc, alors pour rattraper le coup, si j'ose dire, on a sorti la Facel 3, qui était la même voiture à peu près, dotée d'un moteur beaucoup plus fiable, qui était un moteur Volvo. Et puis, malgré ça, la marque a eu du mal à s'en sortir. Elle a disparu peu de temps après. Il y a eu le Chant du Cygne avec une version encore avec un moteur différent, qui était 6 cylindres, un moteur anglais. Et donc il n'y a eu que 10 ans d'existence de Facel Vega, c'est ça? Absolument. Ah ouais. Mais, pour revenir à la disparition de Facel Vega, c'est que les lourds investissements qui avaient été faits pour la Facelia et le coût des problèmes mécaniques dont la reprise des moteurs, les prêts de l'État sont avérés insuffisants et ont conduit à un déficit important de trésorerie.
À l'époque, c'était Michel Lebrun qui était Premier ministre et qui va gérer la restructuration de Facel Vega qui était demandée par l'État français. Facel Vega devient alors une société en location-gérance avec la Sferma. La Sferma qui est une filiale de Sud Aviation, donc société... qui fait de l'aéronautique. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont produit une nouvelle voiture HK2 à moteur Chrysler, dont vous parliez tout à l'heure. En 1962, Facel a été mis en liquidation, mais avec une autorisation de continuer l'exploitation. Et c'est là où se sont produites les Facel 3, puis les Facel 6, qui a été... le chant du cygne. La fin de Facel Vega. C'est facile aujourd'hui de trouver des Facel Vega et est-ce qu'il y a des choses à regarder? Alors déjà, en termes de prix, si on démarre d'une Facelia qui doit être la moins chère aujourd'hui, pour aller sur une Facel 2 qui est la plus chère, la fourchette, c'est quoi? Alors attendez, d'abord ce que je veux vous signaler aussi, parce que c'est une anecdote intéressante, c'est que le ministre de Finances de l'époque, c'était M. Giscard d'Estaing. Ah, on connaît, tiens. Oui, et qui avait décidé que c'était pas la vocation d'une société aéronautique donc, de faire des voitures. Oui. Voilà, à faire des voitures. D'accord. Et donc, ils n'ont pas accordé de nouveau. D'accord. Alors, le passif antérieur ne pouvant pas être résorbé, la liquidation a été effectuée en 1964. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, une Facel Vega... Donc vous avez les V8, les modèles V8, qui sont les modèles les moins nombreux, quelquefois les plus recherchés. Donc c'est des fourchettes entre 100, 120 et 180 000 euros selon l'état de la voiture. D'accord. Et sur quoi il faut faire attention pour conclure, Gérard, quand on... Surtout, c'est-à-dire que la voiture doit d'abord avoir toutes les pièces d'origine. Parce que c'est l'un des éléments essentiels. Si vous voulez, celles qui ont été un peu trafiquées n'entrent pas dans les bonnes catégories en matière de prix de voiture. D'accord. Voilà. Bien évidemment, il y a eu des boîtes automatiques sur les V8. Enfin, il y a des boîtes automatiques sur les V8, il y a eu des boîtes manuelles aussi. Et donc, la boîte automatique est une Torque-Flight, a besoin aussi d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut bien contrôler que la boîte automatique ne patine pas trop. Voilà. Ok, bon. Eh bien, on a fait à peu près le tour des 70 ans. Donc si vous avez une vieille Facel 2 dans un garage qui sert à rien et que vous voulez la donner à quelqu'un, vous n'hésitez pas, vous m'appelez à Sud Radio et je me ferai un plaisir de l'héberger. Voilà. Et puis de voir même de la restaurer s'il le faut. On vous embrasse, Gérard Dufour, président de l'amicale Facel Vega. On fêtait les 70 ans de cette marque très française qui malheureusement n'existe plus. À suivre, eh bien, on va parler d'un système pour se localiser encore plus précis que les autres. Je ne parlerai pas de GPS parce que je vais me faire reprendre pour la 5e fois depuis le début de l'émission. Mais restez avec nous parce que voilà, il y a Erasmo, on va en parler, qui révolutionne ce qu'on appelle la navigation embarquée. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans le dernier quart d'heure de notre émission, nous allons tous nous retrouver. On va accueillir Philippe Bonifay, qui est directeur de l'unité de recherche EDIASIC UTC CNRS, pour le quart d'heure scientifique de On parle auto. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, on va parler, alors Laurence va dire GPS. GPS, je vais me faire gronder. 5 fois que je la reprends. Déjà, expliquez-nous ce que c'est. On va parler du programme Erasmus, ce que c'est que Erasmus. Et non pas Erasmus. Hein. Oui, Erasmus, voilà. Alors, vous voulez que je vous parle un peu du projet Erasmus. Donc, on a eu un projet européen qui s'appelait Erasmus, qui était financé par l'agence européenne qui est en charge du programme Galileo, et on était un consortium qui regroupait Renault, des équipementiers et puis des start-up européennes, et donc on a étudié une nouvelle solution de localisation très précise et très fiable pour les véhicules autonomes. D'accord, bon ça on a parfaitement compris. Alors jusqu'à présent, les systèmes de navigation, alors tout le monde connaît le nom de GPS, sauf que GPS c'est un système américain, il n'y a pas que ça. Vous avez cité rapidement Galileo, expliquez-nous aujourd'hui quels sont les différents systèmes qui existent dans le monde et quelles sont les différences des uns par rapport aux autres.
Alors oui, je vais vous expliquer ça de façon succincte. Donc il y a le système américain qui s'appelle GPS, donc qui est le plus ancien. Qui est un système militaire à la base, hein, on est d'accord. C'est un système militaire en fait. Il y en a 4 principaux. 3 militaires, donc le GPS américain, le système GLONASS russe qui a été déployé ensuite, et un autre système qui est moins connu, c'est le système chinois Beidou. Donc 3 systèmes aux mains des services de défense et de sécurité des différents pays. Et enfin le système européen qui s'appelle Galileo, qui lui est opérationnel depuis quelques années seulement et qui est toujours en phase de déploiement. Et qui offre des nouvelles caractéristiques. Oui, qui est un système civil. On va rappeler que c'est des satellites qui sont mis en orbite autour de la Terre et qui permettent à une puce qui est installée dans un téléphone, une voiture, ce qu'on veut, par rapport à la position des satellites, de définir la position de la puce en 2D sur la planète. C'est comme ça que ça fonctionne, schématiquement. Schématiquement, c'est des systèmes dont les récepteurs ne font qu'écouter donc des signaux GNSS, on appelle ça, qui proviennent de satellites en orbite, donc qui sont à peu près à 20-25 000 km dans le ciel, en fait, assez haut, on les voit pas, on peut pas les voir. Ceux-là. La précision des systèmes qui existaient, alors le GPS, la précision, on va parler de la précision civile, puisque la précision militaire est beaucoup plus fine, mais la précision civile, c'est quoi? Et Galileo offre quelle précision? Et après, vous allez comprendre où on va. Alors, mais je vous suis pour l'instant. Ouais. Donc effectivement, tous ces systèmes, ils ont un service d'accès gratuit, et donc ces services ouverts, on dit ça aussi, sont beaucoup moins précis que les services militaires. Donc l'ordre de grandeur actuellement de la précision de GPS, on dit que c'est du mètre ou de quelques mètres. Alors c'est variable dans le temps, on peut pas. Et ça dépend où on est sur Terre. Plus on est vers les pôles, moins c'est précis. Et Galileo, lui, il est plutôt précis au mètre. Il est globalement 3 fois plus précis que le système américain. Donc l'idée pour être encore plus précis, alors cette imprécision, on va l'appeler comme ça, aujourd'hui, c'est ce qui cause des soucis. Quand moi j'essaye les voitures, vous avez sans doute remarqué que je passe mon temps à râler après les nouveaux systèmes obligatoires qui vous indiquent le dépassement de survitesse, par exemple. Donc il vous dit, attention, vous dépassez la vitesse limite sur cet axe, sauf que des fois c'est pas la bonne vitesse, parce que le GPS c'est pas positionné sur la bonne route. Si vous avez 2 routes parallèles, l'autoroute à 130 et puis une route à côté qui est limitée à 80, il va vous mettre 80. Des fois. Donc le truc va sonner en permanence, ça devient complètement, on devient complètement dingue au volant. Donc c'est lié à cette, entre guillemets, imprécision. Et vous, aujourd'hui, avec le projet que vous avez développé, vous allez avoir une précision beaucoup plus fine. Ça sera de quel ordre à peu près? Alors là, justement, ça fait très longtemps qu'on peut améliorer la précision des systèmes GNSS en utilisant des techniques qui s'appellent différentielles. Donc le principe est le suivant, on a des récepteurs au sol qui connaissent leur position, et ces récepteurs, ils vont envoyer des corrections aux récepteurs mobiles. Donc ça, c'est beaucoup utilisé, par exemple, dans l'agriculture. Tous les tracteurs dits autonomes ou guidés par GPS fonctionnent comme ça. Et là, on a des précisions qui sont bien supérieures, puisqu'on atteint facilement le centimètre en temps réel. Ah oui, ça paraît complètement dingue. Et vous me disiez, quand on a préparé l'émission, vous me disiez, vous tenez compte aussi des marées, parce que la Terre se déforme. Et ce que vous me racontiez, j'en ai parlé au début d'émission, qui est rigolo, c'est quand il y a eu le tremblement de terre au Japon, tout a été décalé de 7 mètres. Donc il faut tenir compte de tout ça aussi. Absolument. Alors en fait, dans l'exemple que vous preniez là sur la limitation de vitesse, il y a donc effectivement, on a besoin de savoir où on est, mais on a aussi besoin d'utiliser une carte. Et cette carte, elle a aussi une incertitude et elle est liée à la Terre. Et finalement, comme la Terre se déforme, il y a la dérive des plaques, et bien les cartes se décalent. Elles sont fausses tous les jours, quoi. Ouais, elles dérivent lentement, 3 cm par an en moyenne pour la plaque Eurasie sur laquelle on est là, en France. Et donc les cartes se décalent, et puis il y a aussi des erreurs dans les cartes, et à la fin on arrive à avoir ce qu'on appelle des informations trompeuses. C'est-à-dire que le système, il va se tromper de route à la fin quand il va matcher la position GNSS sur la carte. Il peut se tromper de route et puis donc tromper le conducteur. Ah oui, ça paraît dingue. Vous nous dites 3 cm. Alors, 3 cm. Pour l'Europe, c'est 3 cm, mais il y a des continents qui dérivent plus vite.
Ouais, alors vous preniez l'exemple du Japon, donc effectivement, je suis pas un expert de ce domaine, mais quand il y a des tremblements de terre dans cette zone, et puis effectivement, il peut y avoir des décalages importants, ou vraiment de plusieurs mètres assez rapidement, et donc d'un seul coup, on peut se retrouver avoir une plaque comme ça qui a décalé, une zone qui s'est déplacée, et par conséquent, les cartes sont fausses, et par rapport au GNSS, on se retrouve très mal localisé. Il y a une question sur la page Facebook de Sud Radio de Jacques qui dit: est-ce que c'est payant pour l'utiliser? Est-ce que ce sera payant ou non? Ça va être inclus dans nos... Ça va être gratuit? Ouais, alors le service ouvert du Galileo, il est gratuit, absolument, comme le service ouvert de GPS. Mais il y a différents services dans Galileo, dont un qui s'appelle le service haute précision, HAS, qui lui est en phase de déploiement, il n'est pas opérationnel encore. Et a priori, donc ça c'est la décision du Parlement européen, mais il devrait être gratuit pour les utilisateurs. Et donc là, on pourrait avoir d'ici quelques temps, avec son smartphone et un bon récepteur GNSS évidemment, eh bien on pourrait avoir des précisions de l'ordre de 20 ou 30 cm. Même pour nous humains, un piéton quoi. Oui. En fait, comme les smartphones évoluent plus vite que les voitures, parce que le temps de conception d'une voiture, même s'il s'est réduit aujourd'hui, c'est encore 3 ans, ça sera peut-être 2 ans, comme nous l'avait dit d'ailleurs Gilles Leborgne, qui est le directeur de toute l'ingénierie de Renault. Mais sur une voiture, le GPS de la voiture, vous nous conseillez pas de l'utiliser, parce qu'il va être moins précis que notre smartphone, en fait. En fait, non, faut pas dire ça, parce que le système GNSS, le système de positionnement de la voiture, lui, il va accéder en général à d'autres cartographies que celles qu'on utilise dans Google Maps ou dans Waze, par exemple. Et donc, dans ces systèmes de cartographie, là, il y a des informations qui sont utilisées par les véhicules pour faire ce qu'on appelle des aides à la conduite avancée, en fait. Et donc, aussi, faut pas, ce système déjà intégré dans la voiture, il est très très important pour la voiture. Déjà. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de nous dire qu'enfin, ça va progresser vers la voiture autonome, même si c'est pas encore pour tout de suite. Alors non, moi je pense que c'est pas pour tout de suite, mais les aides à la conduite, là il y aura beaucoup d'innovations dans les années qui viennent, c'est ça. Bon, on a plein de questions. Super. Je vous propose de vous retrouver prochainement dans l'émission, parce qu'il y a plein de gens. Vous viendrez nous voir, Philippe Bonifay. Ça serait cool, ça serait vraiment chouette, parce qu'on a plein de questions sur la page Facebook de Sud Radio. On vous embrasse. Merci beaucoup. Passez une très très belle journée, un beau week-end, et puis évidemment, entre autres, un bon été. C'est Philippe Bonifay qui était donc directeur de l'unité de recherche EUDIASIC UTC CNRS. Allez, tout de suite pour conclure, il nous reste 3 minutes à peine. Je crois que nous avons Stéphane qui nous a appelé au 0826 300 300 et qui est de Savoie, je crois. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de nous faire confiance et de nous appeler. Haute-Savoie, exactement. On vous écoute parce qu'il nous reste à peine 2-3 minutes avant la fin de l'émission. Allez-y. Alors moi j'ai acquis une Hyundai X1 1,4 litre essence d'occasion, elle date de 2016, sur laquelle j'ai fait installer un boîtier pour rouler à l'E85. 6 mois plus tard, la jauge à essence a cessé de fonctionner. J'ai fait changer cette jauge. 6 mois plus tard, de nouveau en panne. Donc je voulais savoir s'il existait un moyen d'installer une jauge qui supporte ce carburant. Non, mais normalement, elle doit. Auparavant, j'avais une 208 sur laquelle j'avais pas eu de souci. Ouais. Alors normalement, la jauge elle est prévue pour supporter de l'éthanol dans le réservoir, hein, parce que tous les carburants aujourd'hui comportent de l'éthanol. Le Super 95, il y a 5% d'éthanol, le 95 de 10, il y a 10%, et le 98, il y a ce qu'on appelle de l'ETBE, mais qui est fait à partir d'éthanol. Donc tous les constructeurs font des matériaux qui supportent obligatoirement un pourcentage d'éthanol assez élevé. En plus, vous imaginez bien que pour les jauges à carburant, entre les modèles qui sont vendus en Europe et les modèles qui sont vendus par exemple aux États-Unis où on trouve du E20, ils vont pas changer les jauges à carburant. Il n'y a pas deux jauges à carburant différentes. Qu'est-ce qui se passe alors pour la voiture de Stéphane ? Quand la première a été démontée, est-ce qu'ils ont diagnostiqué le pourquoi de la panne ? Est-ce que c'est le flotteur par exemple qui flottait plus parce que c'est des flotteurs en plastique aujourd'hui? Comme à la piscine. Et il est possible que effectivement il ait été détérioré par un produit et qu'il se soit rempli de carburant et là la jauge marche plus. Est-ce que vous savez pourquoi ça marchait plus ? Je n'ai pas eu de réponse à ce sujet-là, non. Ah. Non, simplement quand j'ai amené la voiture chez Hyundai, ils m'ont dit c'est le 85, c'est probablement ça.
Oui, enfin, c'est un changement de jauge, mais je vous dis, 6 mois après, c'est produit exactement la même panne. Oui, alors vous, je vois... Donc, je roule sans jauge. Ouais, je suis en train de lire le message que vous avez donné au standard. Vous mettez aussi un additif Mecaron. C'est quoi cet additif? C'est un additif dont vous aviez... Enfin, qui avait été évoqué sur votre antenne, sur une précédente radio. C'est un auditeur qui mettait cet additif-là pour apparemment améliorer la combustion, la lubrification. D'accord. Parce que la jauge étudiée pour le 80, enfin pour l'éthanol, pas le 85, mais pour l'éthanol, ça c'est sûr que ça fonctionne. Maintenant, votre produit Mecaron, là, c'est peut-être ça, hein, la source de la panne. Mais comment un additif peut... Non, parce que en fait, vous avez vu, c'est le flotteur, c'est un truc en plastique, qui est creux, voilà, et qui est forcément collé. C'est deux parties qui sont collées, hein. C'est pas un truc qu'on souffle pas dedans pour faire le flotteur. Il est possible que la colle se soit dissoute par un produit. Moi, par l'éthanol, j'y crois pas. Maintenant, c'est peut-être à chercher de l'autre côté sur ce produit Mecaron. Je sais pas avec quoi il est fait. Mais parfois, vous avez des solvants dans ces produits-là qui peuvent être très néfastes. Bon, Stéphane, donc, essayez d'éviter le Mecaron pendant un moment et puis vous verrez bien. Et puis demandez à changer peut-être de garage pour qu'il y ait une étude un peu plus précise sur cette jauge. Ouais, c'est bizarre qu'il vous ait pas dit pourquoi ça marchait plus. Hein. Bon, Stéphane, désolé, on n'a pas pu donner... Enfin, on a une partie de réponse quand même. On cherchait tout ça. Passez un très bon été, Jean-Luc. Mais ça sera le 6 septembre maintenant. C'est l'heure de se quitter. Oui, on va pleurer. Tu vas me manquer. On sait qu'on revient, donc c'est ça. On a été ravis en tout cas de faire cette saison avec vous. On va prendre quelques vacances. Et puis merci à Julien d'avoir été notre jeune et talentueux réalisateur toute l'année. On embrasse Zach qui a fait une petite excursion sur ce week-end. On vous propose de suivre les programme de Sud Radio, évidemment tout l'été, il va y avoir des rendez-vous spéciaux, évidemment tout ce week-end. Les Jeux Olympiques aussi. Et puis oui, il y a les JO et puis ce week-end et demain soir il y a une émission spéciale avec évidemment les élections législatives. Donc on est à vos côtés tout l'été. Allez, bon été à vous tous et puis à très vite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr